tous, bienvenue à ce webinaire sur l'utilisation des benches en sécurité qui durera donc 1 heure. Nous terminerons donc vers 9 heures. Je suis Isabelle Pinclaret, je suis préventeur à la CARSAT Rhône-Alpes en charge des actions de communication et d'un programme dédié au TPE. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Webikeo, sur le fonctionnement en fait de ce webinaire. Vous avez dû remarquer qu'en fait vos micros et vos caméras sont coupés. Pour autant, vous pourrez interagir avec nous, notamment via le chat. Donc, c'est un onglet qui se déplie que vous avez en haut à droite. C'est le premier. Certains ont déjà mis des petits messages de bienvenue. Et puis, nous vous proposerons, au lieu de ce webinaire, aussi de participer à 2 quiz, à 2 sondages. Ça nous permettra aussi d'interagir d'une autre façon. L'onglet est en dessous en fait du chat participant, mais je vous indiquerai à nouveau comment cela fonctionne. Ce webinaire sera enregistré, ce qui nous permettra en fait de le diffuser au replay aux personnes notamment qui n'auront pas pu se connecter. Ce webinaire, en fait, donc, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants spécialistes du sujet. Donc, Laurent Vac, qui est ingénieur conseil BTP à la CARSAT Rhône-Alpes. Sylvain Reynaud-Dulaurier, qui est intervenant en prévention des risques professionnels à BTP Santé-Travail. Et enfin, Manuel Martin, qui est responsable gros œuvres à la direction technique de l'OPP BTP. En back-office, nous aurons Sandrine Morelli qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, quelques mots de présentation de nos structures. Alors, pour commencer, la CARSAT, qui sommes-nous ? Alors, la CARSAT est un réseau de l'assurance maladie risque professionnel piloté par la CEPAM, qui est la caisse, par la CNAM, veuillez m'excuser, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, avec l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et sécurité, qui est donc notre institut de recherche, Eurogip, un organisme national, et puis nous comptons une bonne quinzaine en fait de CARSAT, CRAMIF pour la région parisienne et CGSS pour nos territoires ultramarins. Alors, nous sommes organisés autour de 3 missions principales. Tout d'abord, la réparation, c'est-à-dire que les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont tout d'abord pris en charge. Ensuite, la tarification des entreprises, c'est-à-dire qu'en fonction des sinistres ou du secteur d'activité, les entreprises ont un taux de cotisation en fait à cette assurance risque pro. Et enfin, la prévention, donc, qui a pour objectif de prévenir, d'accompagner les entreprises pour prévenir leurs risques professionnels. Alors, nos principales missions, notre rôle est donc de sensibiliser et d'accompagner les employeurs pour une santé durable au travail. Alors, notre offre de services en matière de prévention, au-delà en fait des collègues que vous pouvez voir qu'on appelle en secteur et qui donc suivent les entreprises et également les chantiers. Vous avez pu rencontrer quelques préventeurs de la CARSAT sur des chantiers. Des pôles support en fait proposent également des formations, soit eux-mêmes, soit via des organismes habilités, et puis également de la documentation technique. Le réseau, c'est environ 50 000 visites d'entreprises par an au national. Rhône-Alpes, c'est à peu près 10%, donc environ 5 000 entreprises. Alors, vous voyez, on ne couvre pas l'ensemble de la région, mais pour autant, on couvre bien 28 à 30% en fait, des sinistres et des dépenses de la branche. Alors, je donne la main à Sylvain qui va nous présenter le service de prévention et santé au travail. Alors, Sylvain, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez peut-être… Bonjour, merci. Bonjour à tous. Donc, le rôle des services de prévention et de santé au travail, c'est de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. En réalité, autour du médecin du travail, vous retrouvez ce que l'on appelle des équipes pluridisciplinaires. Donc, ce sont des équipes composées de plusieurs métiers, allant de la secrétaire médicale, les infirmiers, infirmières en santé au travail, des préventeurs, des ergonomes, des psychologues du travail. Au niveau des actions,
Excusez-moi. Pas grave. Au niveau des actions, vous connaissez principalement le suivi individuel qui passe par les visites médicales effectuées par les médecins du travail ou les entretiens infirmiers effectués par les collègues infirmiers, mais également tout ce qui est action au milieu du travail. Alors, il y a des réunions collectives auprès des employeurs, un petit peu à l'image de ce que nous faisons aujourd'hui, mais des sensibilisations auprès des salariés dans nos locaux ou sur chantier, dans les ateliers, en tout cas sur vos sites de travail, des études de poste et des conditions de travail, des aides à l'évaluation des risques, des aides à l'évaluation des risques professionnels et des métrologies de bruit, de vibration en fonction des services de santé au travail. Tout ça, ça va dépendre du département dans lequel, voire dans la zone géographique dans laquelle vous adhérez. Et votre interlocuteur pour toutes ces questions, c'est votre médecin du travail. Entendu. Passons à la présentation de l'OPP. Je vais faire quelques manipulations pour vous présenter l'OPP via un film. Hop. Alors, je vais y arriver. Voilà, quelques secondes et le film arrive. Voilà une présentation en musique. Alors, on va reprendre le cours hop là, du diaporama pour que je vous présente en quelques mots en fait le sommaire. Donc, de ce que nous allons voir. Alors, ce webinaire va comprendre deux principales parties. Une partie autour des risques liés à l'utilisation des banches. Et puis, une seconde partie, la principale, celle qui nous intéresse le plus, en fait, c'est finalement les solutions aussi pour prévenir ces risques. Puis, nous aurons un temps d'échange, de questions-réponses, voilà, juste un peu avant 9 h et qu'on pourra peut-être continuer un petit peu, mais on verra ce que ça donne. Alors, pour commencer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots, Laurent, pour nous expliquer pourquoi ce sujet des banches, et puis un petit peu quelques mots pour nous expliquer de quoi on parle. Voilà. Alors, dans un premier temps, pourquoi un webinaire aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, la CARSAT a décidé chaque année de prendre un thème, soit sur un métier, soit sur un outil, soit sur une situation de travail, pour laquelle il y a encore trop d'accidents, qui soient graves, mortels ou en nombre, et donc qui sont des accidents liés à des situations qui ne sont plus tolérables aujourd'hui. Donc, le principe, c'est que chaque année, à l'automne, un thème sera choisi. Sur les 6 premiers mois de l'année suivante, il y aura une déclinaison, on va dire, pédagogique, avec des webinaires d'organiser, de la diffusion de documentation, éventuellement des accompagnements financiers si ça nécessite des investissements. Et après, à partir du mois de juin, une campagne de visite de chantier, de contrôle du thème pour savoir si les choses se sont améliorées sur les chantiers et constater les situations de travail. Et donc, à la fin de l'année dernière, nous avons choisi le thème des banches, parce que là aussi, les banches, c'est un outil qui est quand même relativement traditionnel, mais pour lequel, chaque année, on a encore des accidents graves ou des accidents mortels. Globalement, ça représente 5% des accidents liés, dans le BTP. 5%, c'est énorme par rapport au nombre d'accidents qu'il y a.
Donc, sur un outil traditionnel et comme ça, ce n'est pas du tout normal. Si on prend le dernier en date, qui a eu lieu l'été dernier dans le 74, c'est une personne qui s'est fait écraser par la chute d'une banche. Donc ça, ce n'est plus tolérable. Alors, le sujet, pour le définir, sur la diapo suivante, on va bien parler des banches. Des banches, quand je dis des banches, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les coffrages verticaux, mais ça va être en fait l'outil coffrant métallique dans lequel on va venir couler du béton. Sur la diapo suivante, vous avez ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, c'est cet équipement-là, un équipement fait encore une fois pour couler du béton avec des protections frontales, des garde-corps, des blocs de stabilisation, et on va voir un petit peu quels sont les accidents et les maladies professionnelles qui sont liés à cet outil. Alors, voilà, donc les risques liés à l'utilisation des banches, après la présentation de l'outil. Alors, on va vous proposer un petit sondage, puisqu'on voit effectivement, Laurent, que c'est un outil courant. Mais finalement, est-ce que vous connaissez les risques liés à l'utilisation de cet outil? Alors, je vous propose de participer à un premier sondage dont la question est, à votre avis, quelles sont les tâches qui peuvent occasionner des accidents ou des maladies professionnelles lors de l'utilisation des banches? Donc, vous avez sous l'onglet chat un onglet sondage. Je vais lancer le sondage, donc vous allez le voir apparaître. Et vous avez en fait 3 possibilités de réponse. Donc, à la question « Quelles sont les tâches en fait qui peuvent occasionner des accidents du travail ou des maladies professionnelles ?» Alors, voilà, ça y est, je vois que ça commence à remplir. Donc, vous avez 3 possibilités de réponse. Soit monter sur les banches, positionner les banches sur le chantier, lubrifier les banches ou même aucune. Peut-être certains pensent qu'il n'y a finalement aucune tâche qui sont vraiment dangereuses en fait dans l'utilisation de ces banches. Je crois qu'on n'est pas très crédible avec cette dernière proposition. Les votes en fait sont en train de s'équilibrer entre monter sur les banches, les positionner ou les lubrifier. On est même presque à égalité finalement sur ces 3 propositions. On vous permettait de répondre aussi à plusieurs propositions. C'est possible, vous n'êtes pas obligé de les hiérarchiser. Alors, je vois que ça ne bouge plus trop. Je vous propose de fermer les votes à ce moment-là. Alors, finalement, la tâche qui vous paraît la plus dangereuse, la plus risquée, c'est finalement de positionner les banches. Puis, en fait, de monter sur les banches et puis lubrifier les banches, ça vous paraît finalement peut-être la tâche la moins périlleuse, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, je reviens à Laurent. Quelle est ta réaction en fait par rapport à ce sondage? Et puis finalement, quels sont les risques principaux sur l'utilisation des banches? Alors, quand on regarde le sondage, mais vous vous en doutiez un petit peu, il y a 2 types d'incidents qui peuvent arriver avec les banches. Il y a le risque d'accident du travail et le risque de maladie professionnelle. C'est ce qui ressort aussi du sondage. Donc, je vais vous parler donc, des risques d'accident avant de laisser la parole au service de santé qui vous parlera des risques de maladie professionnelle. Alors, quand on parle de risque d'accident du travail lié aux banches, les plus sérieux, notamment celui dont je citais tout à l'heure qui s'est passé cet été, enfin l'été 2021 en Haute-Savoie, c'est le risque de renversement, c'est le risque d'écrasement des banches. Et là, effectivement, il y a l'accident, il est toujours violent parce qu'une banche métallique, c'est lourd. Et forcément, si quelqu'un vient être coincé dessous, ça fait des dégâts corporels assez importants. Alors, les risques de renversement, ça peut être sous l'effet du vent, si la banche n'est pas suffisamment stabilisée. Ça peut être l'effet d'un choc, je ne sais pas, un contrepoids ou une manipulation avec la grue qui vient heurter la banche. Mais en tout état de cause, il y a aussi les situations telles que vous avez là sur les photos, qui sont des photos réelles de chantier. C'est vraiment donc, des appuis de fortune, quoi. Quand on voit les banches, comment elles sont stabilisées, sur ces photos-là, on se dit c'est pas normal, il y a une manque d'études de poste. Et là, on a tous les éléments qui font que la banche, quand on va commencer à couler du béton, voire avant de couler, va se renverser sur les gens. Donc ça, c'est vraiment le risque numéro 1, y compris quand on est en stockage. Quand on stocke les banches, une fois que le mur est débanché, est ouvert, la banche, on ne la stocke pas n'importe comment, il faut la stabiliser pour éviter son renversement. Voilà, sur la diapo suivante.
Voilà, donc risque d'écrasement, mais on a aussi les risques de chute de hauteur. Et effectivement, la situation que vous avez sur la photo, malheureusement, elle est relativement courante. Et les risques de chute de hauteur, ils sont de plusieurs niveaux. On le voit ici, surtout quand des banches ont en plus des réhausses ou des sous-hausses, ou qu'elles sont superposées elles-mêmes. On voit souvent des personnes sur le côté de la banche improviser, je dirais, des postes de travail pour aller serrer ou accoupler les banches. Mais on a également le risque d'accès à la banche avec l'échelle, et on a le risque évidemment de chute lorsqu'on est sur la banche, si tant est que les garde-corps, que ce soit face avant, face arrière ou sur les côtés, ne soient pas installés. Et donc c'est effectivement aussi une source d'accident assez fréquent. Voilà, donc risque d'accident, ce sont les deux principaux, risque d'écrasement et risque de chute de hauteur. Mais on va voir maintenant, il y a également des risques dans des phases d'utilisation des banches, des risques de maladies professionnelles à risque différé. Très bien. Donc, Sylvain, quels sont ces risques de maladies professionnelles? On a un petit temps de latence, on ne vous entend pas. Sur ces effets sur du plus long terme, on va avoir des effets plutôt sur la colonne vertébrale, les épaules principalement, mais pas que. Alors, ces effets, ils sont liés au guidage, à la main, au mouvement du matériel avec les équipements, lorsque l'on guide, le positionnement final réalisé à la baramine, ou alors des phases de serrage et de desserrage des écrous qui reviennent déjà par rapport à ce que disait Laurent juste avant. Des atteintes aux cervicales avec les trappes soulevées avec le casque à la tête. Tout ça se retrouve sous les manutentions manuelles, des postures contraignantes, mais également les vibrations. Alors, merci. Voilà. Excusez-moi. C'est pas grave. Je regarde le chat. Lors des opérations de ferraillage, les opérations de manutention manuelle, de positionnement des mannequins, notamment l'utilisation de cette baramine, je vous le disais juste avant, l'aide à la manutention mécanique, tout ce qui va être effort à fournir, en plus sur des sols qui sont plus ou moins stabilisés lorsque on peut marcher sur des ferraillages, se déplacer sur ces sols pas très stables. Les phases de nettoyage des banches aussi. Pour les postures contraignantes, le fait de travailler les dos courbés, d'avoir les bras au-dessus des épaules et le travail à genoux aussi, lors de principalement les phases de ferraillage, lorsque l'on amène également les mannequins dans les banches. Et puis après, les phases de vibration avec les aiguilles vibrantes ou les chocs avec le marteau. Et on peut avoir une association entre une posture contraignante de bras au-dessus des épaules en train de serrer un écrou et qui amplifie la posture délétère. Mais également le risque chimique avec la projection d'huile sur les banches, les huiles de coffrage. Alors là, vraiment, un gros conseil de regarder les fiches de données de sécurité. Faites attention au mode d'application. La pulvérisation entraîne des brouillards d'huile qui entraînent des problèmes d'hygiène. Alors, ce qu'on appelle hygiène, ça va être d'avoir les vêtements sales. Donc, toutes ces questions d'accès à l'hygiène. Les brûlures chimiques avec les risques liés aux projections de ciment, mais également les expositions aux poussières, dont la silice, lors des phases de coulage de béton, mais aussi de grattage des banches. Enfin, on va avoir tout ce qui est problématique lié au bruit. Par expérience, les chantiers qui ont pu être mesurés, enfin du moins les postes de maçon-coffreur qui ont pu être mesurés, ont des moyennes se situant aux alentours de 90-92 dBA. Alors, ce n'est pas une généralité, ça varie beaucoup, mais bon, en général, on est dans ces eaux-là, ce sont des moyennes très hautes. Et puis, la peau noire qui accentue la chaleur en été. Merci Sylvain. Donc, nous arrivons à la fin de la première partie où donc, nous avons vu l'ensemble des risques principaux en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Voyons maintenant les solutions pour prévenir ces risques. Alors, Laurent, quel est l'état des connaissances actuelles pour prévenir ces risques pro? Ah, on n'a pas le son. Est-ce que tu peux remettre ton micro? Parce qu'on coupe en fait entre les interventions. Alors, au niveau de l'état des connaissances, il y a déjà une bibliographie qui est assez abondante, et chez nous notamment, des recommandations. Une qui date déjà de 2003 sur la stabilisation au vent, ce qu'on appelle la R399, recommandation 399. Alors, elle est en cours de révision pour prendre en compte maintenant tous les risques dont on a parlé, TMS, risques chimiques, etc. Mais voilà, on voit que depuis 2003, il existe déjà un certain nombre de documents
concernant l'utilisation de cet outil-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas un outil récent. On a une autre recommandation qui date de 2015, qui est là une recommandation plus à destination du coordonnateur santé-sécurité ou d'une entreprise générale, maître d'ouvrage, maître d'œuvre d'exécution, qui aborde en fait l'organisation du chantier en passant notamment par l'organisation des zones de stockage. Les banches sont des outils qui sont imposants, qui ont besoin de place, soit pour être montés, mais aussi pour être stockés, si jamais tout le parc matériel présent sur un chantier n'est pas utilisé dans une rotation permanente. Donc, on a besoin de ces zones de stockage, et ça, ces zones de stockage, l'accès aux zones de stockage dépend de l'organisation du chantier, qui est sous la coupe du maître d'œuvre d'exécution, avec une aide du coordonnateur santé-sécurité. Voilà, on a sur la diapo suivante d'autres documentations qui existent, notamment la norme sur les banches qui vient d'être révisée en mars 2021 et qui donne donc, c'est des normes de construction. Les banches d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les banches qui étaient en circulation, qui étaient vendues il y a encore une quinzaine d'années. Et puis on a une bibliographie effectivement très très abondante, notamment auprès de l'OPP-BTP, mais toutes les notices aussi des constructeurs, on y fera souvent référence dans l'utilisation des banches, toutes les notices constructeurs qui ont considérablement évolué et qui abordent pratiquement toutes les situations de travail qu'on doit trouver, situations de travail possibles, via tel ou tel constructeur. Voilà. Et donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, encore une fois, c'est que depuis 2018, on est vraiment dans une phase de sensibilisation des donneurs d'ordre à travers des thèmes opérationnels prioritaires, dont l'organisation des chantiers, des manutentions, donc avec les zones de stockage, à destination des maîtres d'ouvrage et des coordonnateurs. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'éléments aujourd'hui pour accéder à tout ce qui tourne autour de l'utilisation de la banche. Donc les mises en commun, la gestion des manutentions, l'hygiène sur les chantiers. Voilà, ça, c'est les thèmes opérationnels que l'on décline depuis quelques années et qui vont encore nous accompagner pendant de nombreuses années, où certes, l'entreprise, à travers son matériel, a une responsabilité quant à l'étude de son matériel, à l'utilisation de son matériel, mais il ne faut pas oublier les donneurs d'ordre, donc tous ceux qui sont dans la phase amont du chantier, en disant, si le chantier est prévu en réalisation pour les murs avec des voiles, avec des banches métalliques, il y a toute une organisation du chantier à prévoir et à rédiger au-delà du plan d'installation de chantier, mais à travers le plan général de coordination, notamment. D'accord, donc on voit qu'il y a quand même quelques textes, notamment ces recommandations qui sont éditées par la CNAM, et puis ces documents aussi, puisque maintenant on s'adresse aussi aux maîtres d'ouvrage. Alors, pour les entreprises, elles ont aussi leur rôle à jouer. Vous avez aussi, entreprises, des éléments que vous avez certainement déjà mis en place, en fait, pour prévenir les risques liés à l'utilisation des banches. Alors, je vous propose un deuxième et dernier petit sondage, en fait, assez court, avant de voir vraiment les solutions techniques que l'on vous propose. Donc, une question simple, finalement, c'est dans vos entreprises, est-ce que vous avez déjà mis en œuvre des mesures de prévention? Alors, si on rouvre le sondage, je vous propose en fait 3 propositions. Donc, oui, bien sûr, j'ai déjà mis en œuvre des mesures de prévention. Non, ou pas encore, c'est-à-dire qu'il est aussi possible que voilà, vous ayez quand même identifié ce risque, par exemple, dans votre document unique et que vous réfléchissiez à la question. Alors là, elle était sympa ma question, hein. Je vois qu'on a quand même… ah oui, j'avais 100% de oui, et puis là, il y en a quand même qui osent dire non, pas tout à fait, je vois peut-être pas très bien ce que je peux faire pour prévenir les risques. Et puis, effectivement, quelques-uns qui disent pas encore. Donc, du coup, ce sera intéressant de voir en fait quel est aussi l'état des connaissances, l'état de la technique avec Manuel dans quelques instants pour voir un petit peu ce que l'on peut faire pour prévenir les risques vus en première partie. Donc, on a vu principalement écrasement, chute, risques chimiques aussi, risques liés aux manutentions. Et puis aussi, ce qui est aussi bruit, chaleur en particulier qui s'accentue en ce moment. Alors, c'est en train de bouger encore un petit peu, mais là, je pense que ça se stabilise. Donc, on a quand même un bon 85% d'entreprises qui indiquent mettre en œuvre déjà des mesures de prévention pour prévenir les risques liés à l'utilisation des banches. Ça ne nous surprend pas particulièrement, hein. On se doute bien que quand même,
vous partez pas de rien. Et puis, voilà, un petit 4% d'entreprises qui dit, non, a priori, j'ai encore rien mis, peut-être je sais pas très bien quoi faire. Et puis 11% qui disent pas encore. Alors, justement, Manuel, rentrons dans cette dernière partie sur, voilà, je ferme le sondage, sur les solutions en fait techniques en particulier pour prévenir les risques liés à l'utilisation des bâches. Alors, la stabilisation pour commencer, Manuel? Le sondage est plutôt rassurant puisque ça met en avant que les entreprises très majoritairement mettent en place ou ont déjà mis en place des mesures de prévention, et celles qui ont répondu non, en fait, elles ont déjà mis en place des mesures, mais elles ne le savent pas ou elles veulent aller un peu plus loin. Et donc, on va voir quelques solutions techniques et aussi quelques ouvertures technologiques qui sont amenées par les innovations autour de ce matériel. Donc, on va commencer par la stabilisation des manches avec une règle qu'il faut s'imposer, qui est la stabilisation. Elle est à imaginer, à penser à chaque moment de la vie du panneau ou la vie du mur. Et la seule règle que je connaisse, moi, c'est d'ouvrir la notice d'utilisation du fabricant, du constructeur, qui lui prévoit les modalités de stabilité en fonction de la configuration du panneau, du montage. Les stabilisations ne sont pas identiques que l'on soit en banche simple hauteur, double hauteur, triple hauteur, voire au-delà, ou dans les configurations de montage et d'assemblage. Donc, bien évidemment, la seule règle qu'il faut connaître, c'est la notice du fabricant que vous devez avoir sur le chantier et qu'il va falloir décliner à travers notamment le PPSPS. Alors, ça a quand même une limite, puisque les fabricants imposent une limite de vent à 85 km/h. Alors, la région Rhône-Alpes est souvent exposée au vent fort. C'est au chantier de prévoir la possibilité, lorsque les panneaux ne sont pas coulés ou lorsqu'ils sont stockés, d'anticiper la possibilité d'avoir du vent. Alors, les météo-flash prévoient cela. Ça permet d'anticiper. Et donc, il y a des modalités spécifiques pour accrocher les panneaux, surtout quand vous êtes dans les derniers étages. Et une petite photo, c'est un petit point particulier. Aujourd'hui, on voit apparaître des modalités de fixation dérogatoires des notices de constructeurs. C'est à vous de vous rapprocher de vos fabricants, de vos fournisseurs de matériel, pour savoir si vous avez la possibilité, comme sur la photo, de pouvoir fixer les manches sur les planchers béton et voir, surtout avec votre bureau d'études, si cela est possible pour faire participer le plancher, la structure, à la stabilisation. Et une innovation qui arrive et qui est développée par certains fabricants. Donc, si on pouvait avancer la slide. Ça ne marche pas. Bon, c'est juste avant. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, certains fabricants commencent à réfléchir à avoir des panneaux qui sont autostables, c'est-à-dire que géométriquement, leur forme les stabilise et on n'est plus obligé de les accrocher ou de les accrocher à des contrepoids. Donc ça, c'est une évolution qui arrive par certains fabricants. C'est pas anodin, vous voyez qu'il n'y a plus de passerelle sur un côté du panneau. Le panneau prend un peu de place, certes, mais il n'y a plus besoin de manipuler les contrepoids pour le stabiliser. Donc, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. Concernant les protections contre les chutes, bien évidemment, il appartient à la hiérarchie de chantier d'anticiper ces phases-là pour éviter pour éviter la situation qui est montrée sur la photo, c'est-à-dire un salarié face au vide lorsqu'il monte sur la passerelle de la banche pour soit décrocher, soit pour couler le béton. Et aujourd'hui, avant de monter, il est indispensable de monter les garde-corps face avant pour empêcher la chute. C'est le même principe sur les garde-corps d'about à droite du salarié
il faut qu'il soit posé, il faut qu'il soit déplié avant que le salarié monte sur la passerelle. Alors, comme l'a rappelé Sylvain, lorsque l'on monte à l'échelle, il faut aussi penser à l'organisation, à la maintenance du matériel. Merci. Donc, avec une vérification visuelle du matériel, lorsque le matériel revient au dépôt ou lorsqu'il est renvoyé ou lorsque vous le recevez sur le chantier, pensez à vérifier les fixations pour que le salarié puisse monter en sécurité sur la plateforme de travail. Et puis un petit résumé que vous a mis sur les principales règles à respecter. Et donc je rappelle la notice d'utilisation, que ce soit sur la stabilisation, le montage, les lingages, on verra ça juste après. Un matériel en bon usage, ça permet de travailler en toute sécurité. L'utilisation des garde-corps face coffrants, ce qui permet d'assurer la protection collective. Les échelles d'accès en service et en bon état, ainsi que les trappes. Et puis les garde-corps à bout, bien évidemment, pour assurer la protection collective. Et concernant les postes de ferraillage et les postes d'incorporation, de réservation, l'utilisation d'une pirle permet aux salariés de travailler sur des plateformes sécurisées. Concernant les TMS et concernant les risques immédiats de heurts, aujourd'hui, les fabricants ont développé. Il y a un petit décalage, je vais peut-être un peu trop vite. Ça arrive, on a des temps de latence, je suis désolée. Mais ça arrive. Voilà. Bon, je vais meubler. Voilà, donc là, vous avez l'une des dernières innovations concernant le serrage des tiges avec un procédé qui permet de serrer au bon couple les tiges. Aujourd'hui, les études ergonomiques ont montré que les salariés serraient beaucoup trop les tiges et ils avaient besoin de démultiplier cet effort au décoffrage. Donc, ce système permet de serrer au bon couple. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est pas très cher. Ça arrive très largement. C'est déployé par les fabricants ou par les accessoiristes. Et donc, aujourd'hui, c'est à privilégier pour ne plus voir les vieux papillons sur lesquels on a tapé pendant quelques années. Le risque de heurt peut être anticipé avec une attention toute particulière lorsque les fortes charges arrivent autour des salariés par la grue, avec un rappel sur le port des EPI. Alors, les EPI ne vont pas arrêter le contrepoids ou empêcher de s'écraser, mais ça permet de protéger les mains, d'avoir une bonne préhension des éléments qui arrivent, et puis respecter les règles des lingages avec le respect des angles notamment et les modalités de levage des panneaux. Et tout ça, vous retrouvez ça dans les notices d'utilisation. Un point sur les risques chimiques avec notamment l'huilage, avec, comme l'a rappelé Sylvain, la position d'huile pour pas que le béton accroche sur les panneaux, et donc avec la réflexion autour de solutions collectives, avec notamment des pulvérisateurs sous pression, avec une sorte de serpillière ou de balai qui permet un huilage beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, sans brouillard autour du salarié. Et donc, ça permet de protéger très en amont. Et le salarié a moins besoin d'un masque pour empêcher de respirer de l'huile. Et évidemment, ça peut être complété par des lunettes. Enfin, ça doit être complété par des lunettes et des gants pour protéger les yeux et la peau du salarié. Là, on n'a plus rien du tout. Et je ne sais pas comment faire. Bon.
On a des micro-coupures ici sur Lyon, donc maintenant je pense qu'Isabelle va revenir. Voilà. C'est revenu. Donc si on peut avancer le slide, bon. avec… Vas-y, voilà. Bonjour. Normalement, ça a repris. Voilà. Avec l'apparition de technologies qui sont de plus en plus répandues. Donc, il y a quelques années, les banches inox sont apparues et elles ont besoin de beaucoup moins d'huile, ce qui permet d'avoir un meilleur rendu aussi de l'état de surface de béton. Et aujourd'hui, un fabricant français, faut le souligner, a inventé un procédé qui permet de couler les banches sans mettre du tout d'huile. Aujourd'hui, des chantiers les testent en grandeur réelle avec de très très bons résultats. C'est la photo de droite. Alors, ce que vous voyez, c'est le résultat du mur. Ça se fait par électrostimulation de la peau coffrante avec de très très bons rendus. Donc, aujourd'hui, si vous investissez dans du matériel neuf, réfléchissez à ce type de procédé qui permet de supprimer complètement l'huile. Dernier chapitre, le bruit et les TMS. Alors, on a parlé un petit peu des TMS avec les systèmes pour ce qu'on appelle les systèmes de détention des tiges, avec des systèmes qui peuvent être intégrés au matériel, comme la photo de gauche, avec par un simple effet levier, le papillon se dessert automatiquement et le salarié ne fait plus aucun effort. Et bien évidemment, protection d'oreille pour le bruit environnant. Taper sur une banche fait énormément de bruit, comme l'a rappelé Sylvain, avec plus de 93 décibels mesurés très régulièrement autour des panneaux. Et donc, pensez à protéger vos compagnons. Et concernant, et j'en terminerai là, les températures, aujourd'hui, vous pouvez mettre en place, réfléchir via vos PPSPS ou des modalités de procédure, réfléchir à des protections collectives, à une démarche collective, notamment en décalant les horaires, en proposant aux salariés des endroits tempérés, comme l'a rappelé Sylvain. La température à l'intérieur des panneaux métalliques augmente énormément par rapport à l'extérieur ou en dehors de ce poste de travail. On peut mesurer facilement 5, 6, voire 7 degrés de plus à l'intérieur des panneaux qu'à l'extérieur. Donc, pensez-y dans vos mesures de prévention, dans l'organisation du chantier. Il y a même des entreprises qui ont fermé certains jours lors de certaines canicules. Donc, pensez quand même au bien-être de vos salariés. Voyez avec vos maîtres d'ouvrage, ça peut être aussi un motif d'intempérie. Et en protection individuelle, en mesure individuelle, l'hydratation, c'est au minimum, à minima 3 litres par jour par salarié. Et puis, ce qui arrive par les fabricants de pays, ce sont aussi les protège-nuques ou des casques beaucoup mieux ventilés, avec aussi des vêtements spécifiques qui sont prévus pour faciliter l'évaporation du corps. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Manuel. Bon, j'espère que ça a été. On a des petites micro-coupures, des soucis techniques. Enfin bon, j'espère que ça n'a pas trop gêné. On va arriver à la dernière partie de ce webinaire, en fait, sur la période en fait, de questions-réponses avec les entreprises qui sont parmi nous. On en a encore un grand nombre. Donc, vous pouviez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. C'est encore bien sûr toujours possible. On en a déjà quelques-unes. Alors, effectivement, auquel nous allons consacrer le dernier quart d'heure. J'ai chaque fois le diaporama qui passe un peu vite. Mais vous avez vu qu'effectivement, on a déjà une diapo à la fin où on vous donne quelques ressources en lien. Alors, d'ailleurs, c'est une des questions dans le chat, avant de rentrer dans le vif du sujet et vous laisser poser les quelques questions que vous pourriez avoir, techniques ou d'accompagnement par les services de prévention et santé au travail, l'OPP ou encore la CARSAT. Donc,
support en fait sera disponible. En fait, il est envoyé directement par le système dès la fin du webinaire, ainsi que le replay, et il sera en ligne sur notre site internet. Alors, pour les premières questions, nous avons une question en fait d'une entreprise qui peut être en Île-de-France, puisque cette entreprise indique qu'en fait en Île-de-France, les entreprises utilisaient les banches à compas, très peu utilisées en Rhône-Alpes. Est-ce que vous avez une explication sur ce point? Alors, peut-être Laurent, sur une explication sur le fait qu'on trouve finalement peu de banches à compas en Rhône-Alpes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les banches à compas, effectivement, elles ne sont pas utilisées partout, en tout cas pas de façon récurrente dans toutes les régions, en sachant que comme tous les procédés de travail, il y a des régionalismes qui font qu'on utilise plutôt tel ou tel outil. Alors, sur les banches à compas, en fait, en Île-de-France, elles ont été fortement généralisées, simplement pour des questions de place initialement. Les chantiers en plein milieu de Paris, c'est des chantiers où il n'y a pas beaucoup de place. Et le fait d'utiliser des banches à compas, c'est que vous manipulez les deux panneaux en une seule fois et vous passez beaucoup moins par la case stockage. Parce que des zones de stockage à Paris, quand vous êtes en train de faire un immeuble, c'est relativement compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est plus simple à Lyon, à Marseille, à Lille ou à Bordeaux, mais l'origine des compas, c'est essentiellement développée à Paris du fait du manque de place sur les chantiers. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici en Rhône-Alpes, on n'en a pas, bien évidemment. Par contre, effectivement, quand on a des banches à compas, vu le poids des banches, ça veut dire qu'il faut l'appareil de levage adéquat. Voilà, c'est toute une organisation de chantier, la mise à disposition notamment des équipements de levage, qui est un petit peu différente. Voilà, mais sinon, il n'y a pas d'explication à proprement parler sur pourquoi on les utilise essentiellement en Île-de-France et pas ailleurs. Non, elles sont utilisées un petit peu partout, mais elles ont un certain côté pratique lorsqu'on a peu de place de stockage. Manuel peut compléter éventuellement sur cette partie-là, lui étant parisien, même s'il a bossé un petit peu partout, mais voilà, on peut aussi avoir d'autres arguments. Oui, tu as rappelé, c'est historique. Les compas, il y a quelques années, offraient la possibilité d'ouvrir les panneaux à environ 75-80 cm l'un de l'autre, ce qui amenait quelques difficultés à passer des petits échafaudages ou des pirles. Aujourd'hui, les fabricants, sous l'impulsion des entreprises qui peuvent être autour de ce webinaire aussi, développer des compas à large ouverture. Donc aujourd'hui, les salariés disposent majoritairement, avec les nouveaux matériels, d'environ 1 mètre, 1,10 m entre les deux panneaux, ce qui permet assez facilement de passer un petit échafaudage ou une gazelle pour pouvoir travailler tranquillement. Et on a perdu notre animatrice. On peut peut-être regarder les questions qu'il y a dans le chat. On a une question sur les financements disponibles pour les entreprises. Laurent? Ah, tu as ton micro qui est coupé, Laurent. On va y arriver. Alors, non, financement, j'étais en train de lire les autres questions aussi, parce qu'il y en a une pour l'OPP-BTP sur la fiche. Oui. Alors, les financements disponibles pour les entreprises, oui, il y en a, à travers des contrats de prévention, où justement, on financera, alors, je vais dire pas le panneau dans son intégralité, évidemment, on ne finance pas des outils de travail, mais on va financer tout ce qui est équipement de la banche. Donc, sur les innovations dont a parlé Manuel Martin, par exemple, les détentionneurs, on va financer, par exemple, des lestes industrialisés, je dirais des lestes métalliques ou des choses comme ça. Voilà. Donc, tout ce qui est équipement de la banche, qui va dans le sens de la sécurisation du poste de travail, ça, on pourra les financer. Ensuite, il y avait une question pour l'OPP-BTP. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la fiche de prévention OPP, Manuel. Ah ben, la E3F0112. Oui, alors je ne les connais pas toutes. D'autant plus que sur le site Prévention BTP, donc qui est le site internet de l'OPP-BTP, si vous tapez dans le moteur de recherche banche au singulier, vous avez 160 items de réponse qui vont de la stabilisation au risque, à la fabrication des banches,
au stockage, au levage, etc. Donc, vous avez largement de quoi alimenter des quarts d'heure sécurité, des accueils spécifiques, ou de trouver votre réponse particulière sur un détail ou sur une précision que vous souhaitez avoir. Alors, l'affiche E3F0112, je ne la connais pas particulièrement, mais si je trouve la réponse d'ici la fin du webinaire, je le note dans le chat. Alors, une autre question aussi dans le chat. Avez-vous des tutos pour diffusion salariés? Alors, tous les fabricants ont des tutos sur leur mode opératoire de bench. Donc, suivant le matériel que vous utilisez, ils peuvent évidemment vous donner les vidéos de montage, démontage des benches. Ça existe chez tous les fabricants, ils ont leur propre tuto en fonction du matériel. Après, il y a une question que je n'arrive pas dans le chat. Oui, je vois que vous les voyez. Je suis revenue. Excusez-moi, il y a vraiment des petits problèmes de connexion ce matin. Je crois qu'il y a une dernière question que vous n'avez pas traitée. C'est quels sont les inconvénients en matière de sécurité? Alors, peut-être qu'elle peut être un peu précisée, cette question. Je pense que c'était pour les... Je ne sais pas à quoi elle se raccroche. La question se raccroche à quoi? Elle est apparue lorsque vous parliez des benches à compas. Oui. Alors, quelles que soient les modalités de stabilisation, il y a toujours un inconvénient et des avantages. Donc ça, c'est à voir, à anticiper, à réfléchir en amont de choisir les modalités de stabilisation des panneaux sur votre chantier. Ça dépend majoritairement de la configuration, de la capacité de la grue à porter ou non des ensembles un peu plus conséquents avec des compas. En fonction du choix de la grue, en fonction de la place, comme l'a rappelé Laurent, et puis en fonction principalement de la rotation que vous voulez avoir sur votre chantier. Ça, je permets de faire une réponse avec l'une des dernières questions sur un chantier de grenoblois avec la pose d'insert dans le plancher. Oui, c'est faisable. Par contre, c'est une notion qui est dérogatoire aux notices d'utilisation parce qu'aujourd'hui, aucun fabricant n'autorise dans ses notices la pose ou la stabilisation de ces banches directement dans le béton ou dans des inserts béton. Par contre, ils ne sont pas forcément contre si vous apportez la preuve que le plancher est en capacité de résister, si le ferraillage a été prévu en conséquence, si la dureté ou la résistance du béton est à une certaine résistance. Donc, principalement, c'est au-delà de 3-4 jours pour atteindre un minimal pour résister, donc autour de l'ancrage. Donc, tout ça, c'est à apposer dans des procédures, dans des vérifications, avec des modalités de vérification du béton. Et rien n'empêche de le faire, d'avoir l'accord du fabricant, mais il faut amener un ensemble d'éléments qui garantissent que le plancher peut participer à la stabilisation. Aujourd'hui, la majorité des fabricants autorisent la stabilisation sur des rails, notamment sur les passerelles en encorbellement. La plupart en fabriquent aussi. Donc, il y a une possibilité de stabiliser les branches sur les consoles en branches d'armement, ce qui permet d'avoir moins de contrepoids sur les planchers et sur le chantier. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-être si vous avez des compléments ou pas, sinon on passe à la question d'après sur une entreprise qui nous indique avoir des difficultés pour la mise en place et l'entretien des garde-corps face coffrante. Est-ce qu'il existe des innovations sur ce point, peut-être à nouveau manuel? Alors, si vous avez votre propre matériel, c'est des pièces détachées. Les fabricants, lorsqu'ils fabriquent les panneaux, proposent un ensemble de pièces d'accessoires que les propriétaires de panneaux peuvent racheter et permettre de réparer leurs branches. Si c'est de la location, c'est à vous de voir avec votre fournisseur, lorsque les branches arrivent sur le chantier, soit à les refuser ou à les accepter avec réserve.
et le fournisseur s'engage à venir les réparer. Après, c'est une relation commerciale entre le chantier et son loueur de matériel, et ça se règle principalement commercialement. Après, la difficulté, c'est que pendant le chantier, il y a une attention particulière à leur bonne utilisation, au nettoyage du béton qui a en tête de panneau qui empêche la bonne levée du garde-corps face coffrante notamment. Et donc ça, c'est de l'entretien, j'allais dire, quotidien. D'accord. Une autre question sur la formation. Est-ce qu'il y a des formations par des organismes extérieurs ou par des services pour les compagnons? Quel type de formation vous pouvez avoir, par exemple, en service de prévention et santé au travail, Sylvain? Alors nous, on va plutôt proposer des sensibilisations auprès des salariés, notamment par exemple sur l'hygiène au travail, sur les risques chimiques, sur l'importance du port et du bon entretien des équipements de protection individuelle. On propose au préalable aussi, bien entendu, des sensibilisations auprès des employeurs. Voilà. Quasiment tous les fabricants proposent aussi une formation, une prise en main de leur matériel. Vous avez également des formations? Encore une fois, comme l'a rappelé Manuel, vraiment la notice d'utilisation, c'est l'élément fondamental par rapport au matériel. Donc la plupart des fabricants ont leur propre, dans leurs équipes, des gens qui, lors de la mise à disposition du matériel, en font une prise en main. Ce n'est pas réellement une formation à proprement parler, même s'il y en a quelques-unes, notamment en Isère, par exemple, une formation qui a été développée avec la Fédération du bâtiment sur les banches, qui est une formation multimétier. Voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des fabricants ont leur propre, au-delà des tutos d'accompagnement, ils ont leur propre formation. Alors, oui. Je vois qu'il y a aussi une question, y a-t-il des précautions supplémentaires à prendre? Alors, on n'avait peut-être pas fini, Laurent, sur les formations, si je peux me permettre. Laurent n'avait pas tout à fait fini parce que il me semble que l'OPP aussi a quelques indications. Alors oui, l'OPP-BTP propose, dans le cadre des formations initiales dans les CFA, pour les apprentis coffreurs, des modules de formation autour du coffrage avec des panneaux métalliques. Et après, c'est à voir avec le conseiller en agence locale, dans le cadre de contrats d'accompagnement avec les entreprises, de voir la possibilité de sessions de sensibilisation. Et comme l'a rappelé Laurence, un salarié dont c'est déjà le métier, c'est dans le cadre d'une sensibilisation ou d'un rappel ou d'une mise à niveau technique. Mais ça, les fabricants sont très à même de le faire par ailleurs. D'accord, je crois qu'on a fait le tour des formations. Laurent, tu voulais répondre à une dernière question peut-être sur les précautions supplémentaires à prendre en compte lorsqu'il s'agit de coffrage des fondations. Alors oui, les fondations, c'est un peu spécifique. Alors, coffrage des fondations, la première réponse, c'est qu'effectivement, quand on va poser les banches, si le sol n'est pas compacté ou n'est pas éventuellement coulé, ça va poser des problèmes. Sinon, sur la mise en place de la banche elle-même, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, quand on est en fondation, ça veut dire qu'on est sous le niveau du terrain naturel. Et le risque principal, c'est le risque d'éboulement et de coincer les salariés contre la banche si jamais un éboulement vient à se procurer. Donc, évidemment, quand on a l'utilisation des banches pour couler des voiles de sous-sol, par exemple, il faut absolument se référer au rapport de sol qui indiquera la tenue des terres, s'il y a besoin sur la méthodologie à utiliser, s'il faut faire des passes alternées, s'il faut éventuellement blinder le talus. Mais voilà, le risque dans les fondations, on va dire, dans les élévations des verticaux, quand on est en sous-sol, en partie enterrée, le risque d'éboulement et donc d'écrasement des salariés contre la banche est vraiment majeur. Donc il faut avoir un espace suffisant pour poser les stabilisations, il faut avoir un espace suffisant pour circuler, mais surtout avoir l'avis du géotechnicien sur la tenue des terres pour ces phases de travaux.
D'accord, effectivement, on voit que c'est spécifique aux fondations par rapport au risque d'éboulement. Alors, une question un petit peu connexe, en fait, liée au renversement en fait, des banches. Un internaute nous demande si le renversement en fait, des banches est également possible. Est-ce que ça arrive vers l'arrière? Est-ce qu'il n'est pas sous-évalué? Est-ce que vous pouvez confirmer que ce risque existe aussi de renversement par l'arrière? Alors, oui. Donc le renversement de la banche, ah oui, oui, bien sûr. Bon, face avant, ça se comprend puisque le point d'équilibre de la banche est plutôt vers l'avant, mais en face arrière, s'il n'y a pas de bloc de stabilisation, et il y a toute une série, là aussi, de vidéos chez les fabricants qui montrent que si la banche est un petit peu heurtée, donc côté peau coffrante, eh ben, elle bascule, elle se renverse quand même malgré les étais de stabilisation. Les étais de stabilisation, c'est des stabilisations pour régler la banche dans sa verticalité quand on va positionner la banche. Mais dans la phase de stockage, la banche, il faut absolument qu'elle soit stabilisée via un contrepoids notamment. Donc, il y a effectivement des risques de renversement face arrière, même si c'est moins criant. Mais en tout cas, tous les fabricants disent une banche, quand elle est debout, il faut absolument qu'elle soit par un contrepoids ou par un système effectivement de fixation au sol, hein, comme on a vu. Mais ce contrepoids et cette stabilisation au sol, elle est faite pour les deux renversements, face avant, face arrière. Ok, donc on a bien un risque de renversement des deux côtés et ne pas sous-évaluer effectivement le risque de renversement face arrière, donc pas sur le point d'équilibre. Excuse-moi. Les étais tirants poussants ne sont pas suffisants pour stabiliser la banche. Et je rajoute. Oui, Manuel, une précision peut-être. Oui, alors une précision importante, puisque l'accidentologie a montré ces dernières années qu'il arrivait aussi, dans certaines configurations, je précise, un renversement latéral. Alors ça peut être étonnant vu le volume d'un panneau, mais quand les panneaux commencent à être de plus en plus hauts, à être superposés, ou dans le cas de coffrage de poteaux, notamment sur des banches plus petites, panneaux d'1,20 m ou d'1,25 m, certains fabricants préconisent une stabilisation perpendiculaire qui empêche le panneau de se renverser latéralement. Donc ça, comme toujours, c'est la notice qui vous le précise. Et comme l'a souligné Laurent, les étais curseurs, les tirants poussants permettent de stabiliser face avant, face arrière et aujourd'hui, dans certaines configurations, je me souligne, latéralement. Entendu, oui, c'est une précision intéressante. Mais moi, j'ai retenu qu'effectivement, la principale solution, c'était la seule solution, la stabilisation, et donc finalement de l'ensemble des côtés. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. On va peut-être pouvoir conclure. Normalement, on a traité l'ensemble des éléments. Et puis, je remercie notre modérateur et les quelques collègues aussi qui ont pu indiquer des liens en fait vers les fiches de l'OPP et autres. Donc, vous aurez la plupart des liens dans ce support donc, qui vous sera adressé. Et puis, on a eu pas mal de questions, si enfin du moins une demande sur une liste de fournisseurs sur les pulvérisateurs à balai. Alors, je crois qu'il n'existe pas de liste de fournisseurs en tant que tel. Hein. Voilà, je vois que nos intervenants secouent la tête. On a encore les caméras. Donc voilà, donc on verra peut-être dans les mois à venir. Ça peut être une question avec un peu une première liste à fournir. On verra si on arrive à travailler sur ce sujet-là. Ça peut être intéressant. Donc en l'état actuel, en fait, vous allez retrouver l'ensemble des éléments, en fait, des principaux risques et mesures de prévention. Donc, sur le site de la CARSAT Rhône-Alpes, vous avez tout un espace entreprise et une actualité dédiée à l'utilisation des banches. Sur le site de l'OPP BTP, donc sur prévention BTP, vous avez un moteur de recherche assez efficace où si vous mettez le mot banche au singulier, au pluriel, vous retrouvez pas mal d'informations. Et puis également sur le site de BTP Santé Travail, où vous retrouvez tous les éléments utiles en fait proposés par le service de prévention et santé au travail. Écoutez, je remercie nos trois intervenants chaleureusement malgré les petits soucis techniques. Voilà, j'espère que ça va pas trop perturber le webinaire et le replay.
Et je vous souhaite une bonne continuation de matinée et je remercie les participants d'avoir été nombreux. Au revoir et bonne fin de journée.